Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le cri d'alerte de l'opposition au Cameroun, victime d'arrestations arbitraires, de répression abusive et de mise en détention tout azimut. L'opposition qui dénonce et qui continue de critiquer les défaillances de politique publique et dénoncer ces menaces graves sur les derniers remparts de la démocratie au Cameroun. Vous suivrez dans ce journal la scène qui s'est déroulée à Bafang, une manifestation visant à accueillir le maire de cette localité a été violemment reprimée par les forces de sécurité. Réaction également du gouvernement au sujet de la pression internationale concernant la résolution de la crise anglophone. Et à l'international, le Sénégal qui attend les résultats de cette élection présidentielle. Macky Sall qui se proclame d'ores et déjà vainqueur, des candidats de l'opposition qui l'appellent à retenir son souffle, estimant qu'il y aura un second tour à l'élection présidentielle, et la commission qui compte se prononcer dès demain mardi. Nous ferons le point dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La place des fêtes de Bafang était en ébullition dimanche à la suite d'une manifestation organisée par le maire de Bafang, interdite par les autorités administratives. Les populations se sont néanmoins mobilisées pour accueillir le maire qui a été placé en détention durant près d'un mois à Yaoundé avant d'être libéré. La mobilisation des forces de sécurité n'a pas pour autant découragé ces populations. Il a fallu l'utilisation des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser quelques manifestants et militants de l'UMS, le parti du maire de Bafang. Il a dénoncé cette attitude de la part des autorités administratives et des forces de sécurité. Reportage Anding Gagnou, Xavier Foucault et Mathilda Kemazo. Tout était pourtant calme à la place des fêtes de Bafang ce dimanche en matinée. Des groupes de danse, des badauds, des associations et des sympathisants de l'Union des mouvements socialistes attendaient l'arrivée du maire Pierre Kouemo. Quelque temps après, c'est la débandade totale. À coups de gaz lacrymogène, les éléments de la police et de la gendarmerie dispersent la foule et échappent qui sait courir le mieux. L'interdiction de cette manifestation par le sous-préfet de la localité pour motif de menace de trouble à l'ordre public n'est pas du goût des participants. Ils estiment que leur droit est ainsi bafoué. Et nous ne comprenons pas qu'on ne soit pas capable de pouvoir se réjouir dans son pays au jour d'aujourd'hui. Franchement, c'est un peu regrettable. Nous pensons que nous avons le droit de nous réjouir et d'accueillir un maire qui est passé par des moments difficiles et que dans l'allégresse, nous voulons l'accueillir et ça se passe comme ça se passe là, avec des forces de l'ordre, avec des gaz lacrymogènes. Le rassemblement se fait finalement au domicile du maire, au lieu du carrefour du renouveau, où les éléments de la police et la gendarmerie montent discrètement la garde. Face à ce refus, le maire booste le moral de ses nombreux partisans. Nous voulons la démocratie dans notre pays. Un jet de bombes lacrymogènes ne doit pas vous amener à avoir peur. Vous êtes venu accueillir le maire à sa résidence. On a interdit le meeting à la place de fête, mais vous êtes venu chez moi. Alors, je vous remercie beaucoup. Et je continue à vous dire, nous allons continuer à développer notre ville. C'est la première apparition publique du fondateur du club de football Union des mouvements sportifs de Loum depuis sa libération sous caution le 12 février dernier. Il avait passé quelque temps à la prison centrale de Kondengi pour pillage en bande, né d'une affaire de vente des terrains depuis 2009, comme l'a précisé l'acte de sa détention. Cette arrestation avait suscité des manifestations publiques de ses partisans qui exigeaient sa libération.
Des partis de l'opposition continuent de dénoncer l'attitude du gouvernement dans la gestion de la crise anglophone. Le bureau politique du People Action Party a également condamné l'arrestation et la mise en détention de Maurice Kamto et d'autres partisans de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le bureau politique du PAP qui s'inquiète de la dégradation du climat sociopolitique au Cameroun. D'autres précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. Après avoir boycotté l'élection présidentielle, le People's Action Party, PAP, de Paul Aya Abiné, vient de faire sa rentrée par une réunion de son bureau politique à Yaoundé, en l'absence de son leader. La crise anglophone a retenu l'attention, le PAP soulignant que l'option de la guerre est loin d'être la solution. La solution de la guerre n'est pas la meilleure solution, parce qu'il parlait les entrepreneurs de guerre, mais nous constatons que les véritables entrepreneurs de guerre, sur le régime de Missé Biya et lui-même, parce que c'est lui qui a déclaré la guerre. On n'a jamais vu un président qui déclare la guerre contre son peuple. Parce que si un militaire meurt là-bas, un civil meurt là-bas, c'est toujours le Camerounais qui meurt. Pour le parti de Paul Aya Abiné, s'il était encore question de dialogue, il faut même désormais envisager l'idée de négociation, lui trouvant une première réponse dans la démarche envisagée par le cardinal Christian Toumi. Nous demandons même, parce qu'il y a trop de morts, il fait sa démission, parce que le pays, l'idée a déjà dépassé. La meilleure solution, d'abord parce que ça a dépassé le niveau de la dialogue. On parlait maintenant de la négociation, parce que si une meilleure négociation, peut-être nous soutenons l'initiative de cardinal Toumi, parce qu'il faut que tous les anglophones s'assoient et voir comment on peut s'en sortir. L'autre solution qu'envisage le PAP, c'est de réinterroger le processus qui a conduit à la réunification du Cameroun. Nous tous, en tant que Camerounais, on doit s'asseoir sur une même table, surtout les partis anglophones, on doit revoir le traité de la réunification que les deux partis ont signé. Parce que si on va revoir qu'est-ce qui ne va pas, le 1961, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on va faire. C'est la meilleure solution pour sortir dans cette crise. À ces préoccupations, le PAP souligne aussi pour la condamner l'arrestation et l'emprisonnement de Maurice Kamto et de ses partisans. Il y a encore un problème que lui-même il est venu rajouter, le problème de M. Kamto. On voit comment on a bassiné ces militants qui manifestent la manifestation sans armes. C'est pacifique. Vous voyez, c'est pour cela, c'est pour dire que M. Biya doit faire sa démission. Ça, c'est notre position. Pour ce parti, devant tant de manquements, Paul Biya doit tirer les conséquences de tels errements. En définitive, il n'est pas question pour le PAP de prendre part aux élections municipales et législatives de cette année, alors même que le Cameroun est dans une posture sociopolitique peu reluisante. Et l'État du Vatican est lui aussi préoccupé par la situation qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Le secrétaire pour les relations avec les États au sans-siège a émis le souhait d'aider le Cameroun dans la résolution de ce conflit. Monseigneur Paul Richard Gallagher a été reçu en audience par le ministre camerounais des Relations extérieures. La rencontre s'est déroulée à Genève en Suisse. Selon le communiqué du ministère des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela a présenté à son hôte la mesure gouvernementale prise jusqu'ici pour stabiliser les différentes situations au Cameroun et booster la croissance tout en accentuant la coopération avec les partenaires au développement du Cameroun. Et c'est dans ce contexte sociopolitique tendu que l'Assemblée nationale est convoquée pour le 12 mars prochain pour la première session ordinaire de l'année 2019. Évoquons à présent cet incendie survenu au marché Congo. Plusieurs centaines de boutiques sont parties en fumée. Les dégâts matériels s'élèvent à près d'1 milliard de francs CFA selon les premières estimations. Des commerçants sinistrés se sont rendus sur les lieux du drame pour tenter de comprendre ce nouveau drame survenu dans ce marché situé dans la ville de Douala et sous le regard également d'une foule stupéfaite de voir comment la voracité des flammes a pratiquement brûlé tout le marché Congo. D'autres précisions avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Une foule de curieux et de badauds sur un terrain vague à forte odeur de brûlé. C'est le nouveau visage du secteur textile, mercerie et bijoux du marché Congo de Douala.
ravagé par un incendie la nuit dernière. Plus de 24 heures après le sinistre, l'instant est au nettoyage et à la récupération des articles pouvant encore l'être. Du moins pour les premières estimations en dégâts matériels. Plus de 200 comptoirs et leurs marchandises partis en fumée. Propriétaire d'une mercerie, cette dame a tout perdu. Pas le moindre bouton ou une fermeture sauvée des flammes. On n'arrive même pas à évaluer, puisque cette fois-ci c'est trop beaucoup. Moi-même j'ai perdu quelques 4 500 000. Dans un magasin de vente de machines à coudre et accessoires, il ne reste plus qu'à son propriétaire Philippe Tchana des centaines d'appareils calcinés, du bon pour la poubelle. Ce que j'ai vu étant sur place, le feu passait par le dessus de la mezzanine avant d'attaquer le magasin et puis ça a ancré, ça a tout consumé. Donc ce que vous constatez là, c'est juste quelques débris. Nous avons pu évacuer déjà plus de saleté et rejeter là dehors. Au marché Congo de Douala, il y a aussi des maisons d'habitation et immeubles qui ont subi la furie des flammes, détruisant une auberge d'une dizaine de chambres, des appartements en location. Un commerçant chinois dans le même immeuble a vu sa cargaison de marchandises et 80 millions de francs CFA en espèces réduits en cendres. Propriétaire de l'immeuble commercial dévasté, René Wafo est dépassé par l'ampleur des événements. À 3 h du matin, on m'a appelé chez moi pour dire que l'immeuble est en train d'incendier. Et je suis venu jusqu'à 16 h comme ça, j'ai trouvé comme ça. D'après une première évaluation en perte financière, elle se chiffrerait à plus du milliard de francs CFA. Le bilan est énorme, inestimable. Je compte une perte de plus de 250 millions. Le bilan est énorme. Franchement, c'est triste. Oh, l'immeuble, c'est dans les 400 millions. Maintenant, je ne peux pas encore évaluer tout ce qui est dedans. Il fallait prévoir que je m'assoie pour faire le calcul. Ouais, c'est l'immeuble de 400 millions. Au moins, je suis comme ça, je ne sais plus. Sur ce énième désastre dans cet espace marchand, des commerçants peinent à percer le mystère des incendies réguliers au marché Congo de Douala. C'est à cause des kiosques qu'on avait fait en roulant. J'avais dit au délégué d'enlever, il n'a pas enlevé. J'ai écrit, le préfet a écrit, le délégué a toujours refusé, jusqu'aujourd'hui. Cet incendie est encore plus grave que celui de 2012. Parce que celle-ci-là, c'est inexplicable. Parce qu'un incendie qui prend de marché, de planche, jusqu'à venir prendre le virage. Nous, on n'a jamais eu ça au marché Congo. Pour Ali Amman, 59 ans, habitant né, grandi et vieilli dans le quartier, l'énigme des incendies au marché Congo est une malédiction ancestrale qui date de la période où toute la zone du marché Congo fut incendiée par le pouvoir néocolonial du premier président camerounais Amadou Ahidjo. Il y a eu le temps de Makiko, on a brûlé, l'État a mis le feu dans cet espace que vous voyez. Et après l'incendie, l'État, c'est revenu le marché. Et quand c'est revenu le marché, nos parents appelaient ça le pilingo, voilà, le terrain d'incendie. Et le premier incendie qui était, c'est l'un des incendies, le plus grand incendie de l'Afrique centrale. 2 jours d'incendie. Ça a commencé l'ancien 3e jusqu'à Cambeto. C'est-à-dire que l'incendie qui s'élève ici, là, c'est l'une histoire de ce terrain. Ça ne peut pas faire 2 ans, 3 ans, sans avoir l'incendie ni à gauche, ni à droite. Même si plus de 3/4 des sinistrés sont sans voix face à l'ampleur des dégâts matériels et pertes financières, d'autres, courage à 2 mains, procèdent déjà aux implantations de futurs comptoirs. Pas si surprenant que d'ici quelques jours, des étals repoussent comme des champignons en attendant d'être fixés sur les causes et les circonstances exactes de cet incendie de trop au marché Congo de Douala. Qu'est-ce qui fait tant brûler le marché Congo de Douala? C'est la principale question que se posent ces centaines de sinistrés. La réponse, ils ne l'auront pas avant la mise sur pied de l'enquête administrative et judiciaire annoncée, même si la plupart de ces enquêtes sont généralement ouvertes sans jamais être bouclées. Innocent Abega, Jean-Paul Chouniat de la Voix de l'Ouest, au marché Congo de Douala. Parlons à présent de la dotation générale pour la décentralisation. Elle passe de 10 milliards en 2018 à près de 50 milliards en 2019. Cependant, cet appui financier aux collectivités territoriales décentralisées suscite des réactions divergentes entre l'idée d'une réelle avancée et l'insuffisance
des ressources financières allouées aux collectivités territoriales. Les maires et autres acteurs de la classe politique réagissent dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Guy Zogo. La publication de la répartition de la dotation générale pour la décentralisation en 2019 au Cameroun suscite une réaction de satisfaction au RDPC où l'on met en avant les avancées enregistrées, tandis qu'à l'UPC, il s'agit d'une étape significative, même si elle reste lente. C'est une réaction de satisfaction parce que nous partons là d'une dotation qui était de 10 milliards à 49 milliards, vous voyez qu'il y a un grand bond. Et l'investissement qui était de 5 milliards passe à 36 milliards. Vous voyez également qu'il y a un véritable progrès. La décentralisation avance, même si c'est lentement, parce que 100 millions par commune, c'est à peu près l'équivalent de 49 milliards 800 millions. C'est exactement 1,4% du budget de l'État. En revanche, le décret du Premier ministre ne trouve aucune grâce aux yeux du SDF, où Jean-Robert Wafo parle de menu fretin. Face à cette critique, on retorque au RDPC qu'on ne saurait qualifier cette dotation de menu fretin. Vous ne pouvez pas dire que c'est du menu fretin quand vous partez de 10 milliards à 49 milliards. Progressivement, les choses vont aller mieux. C'est vrai que les maires ont toujours demandé 10% du budget d'investissement public. Plutôt, on y met en avant des projets arrêtés et qui seront bientôt exécutés grâce à la dotation sur la décentralisation. Au niveau de notre commune, nous avions déjà sélectionné des projets qui ont été maturés. Je vais parler de l'électrification rurale, parce qu'il y a 3 des localités de la commune qui n'en avaient pas. Résolument au RDPC, il s'agit d'un acquis, tandis qu'à l'UPC, il y a encore du chemin en comparaison avec ce qui se fait ailleurs en Afrique. Nous sommes satisfaits du bon qui est fait et qui traduit dans la volonté inébranlable du chef de l'État de faire accélérer le processus de décentralisation. Au Sénégal, qui est un pays presque au même niveau de développement que le Cameroun, mais en réalité en dessous du Cameroun, qui est à 17% du budget de l'État. L'Afrique du Sud, qui est un peu, il faut dire, un peu loin de nous, 52%. À côté de nous, on est quand même dans les 7%. Bon, les maires ne sont demandés que de 10%. Maintenant, lorsqu'on a eu 4%, on dit merci déjà. Mais fondamentalement, reconnaissons qu'à ce rythme-là, nous avons encore du chemin. Néanmoins, au bout du compte, du SDF, où l'on évoque la nécessité de nouvelles lois sur la décentralisation, au RDPC et à l'UPC, il reste des attentes à satisfaire dans le champ de la décentralisation au Cameroun. Nous avons la chance d'avoir un territoire entièrement municipal. Lorsque les communes seront développées, la conséquence est facile. Le Cameroun sera développé. Renforcer l'autonomie des DCTD. Il faut que les gens se sentent quand même autonomes à la base, qu'ils continuent de recevoir les ressources qui leur reviennent. Comme quoi, si la décentralisation est en marche au Cameroun, bien des griefs sont encore formulés à son encontre. L'augmentation de cette dotation générale de la décentralisation traduit-elle une réelle volonté du gouvernement d'accorder plus de ressources aux collectivités territoriales? Aux yeux des élus locaux rencontrés à Douala, cela est insuffisant pour répondre aux besoins sans cesse croissants des communes au Cameroun. Reportage François Dikoumé et Donald Brice Kamgan. Ça aurait pu être un bond quasi inédit dans le financement de la décentralisation au Cameroun, avec le passage de 10 milliards de francs CFA en 2018 à 49 milliards 800 millions de francs CFA cette année. Mais en reparcourant le texte signé vendredi par le Premier ministre, les élus locaux disent rester sur leur soif. Le maire de Douala 3e constate que 7 milliards de francs CFA des frais seront consacrés au fonctionnement des conseils régionaux et à la rémunération de leurs membres, mais aussi que 6 milliards de francs serviront au fonctionnement de diverses instances administratives de mise en œuvre de la décentralisation. Quelle est la quote-part qui va vraiment dans le mairie? On ne vous le fait pas dire. Et ça a été pareil. Comme à l'époque, quand on disait qu'on a donné le salaire des maires, on n'a pas donné le montant. Et au quartier, maintenant, tout le monde pense que le maire
au Cabos, alors qu'en réalité, le salaire des maires, c'est 225 000. Au RDPC, on salue l'augmentation de l'enveloppe, mais en reconnaissant que les fonds alloués aux communes restent insuffisants. Il y a quand même un plus. Il y a un plus parce que dans l'argent, quand vous avez 1000 francs et que vous avez 2000, c'est mieux. Mais maintenant, au prorata de besoin, il est clair que c'est petit. Puisque quand on parcourt le texte, on se rend compte qu'il y a 3 commissions qui ont une dotation de près de 500 millions et plus, presque 1 demi-milliard. 13 milliards de francs CFA iront aux communes pour leur fonctionnement, 36 milliards pour l'investissement, soit 100 millions de francs pour chacune des 360 communes du Cameroun, sans exception. Un paradoxe relève les élus. Les communes n'ont pas les mêmes tailles. Les besoins ne sont pas les mêmes. On ne peut pas quand même prendre Douala 3e, le comparer peut-être à la mairie, je ne sais pas moi, de Mourouka ou bien, je ne sais pas, de Tchiko. Ce n'est pas possible. On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes densités et tout et tout. J'ai une grosse mairie où quand on m'envoie 27 millions pour les travaux routiers, c'est la même 27 millions qu'on envoie dans toutes les mairies du Cameroun. Dans une autre mairie, 27 millions, c'est vraiment beaucoup de choses, ça peut faire. Mais chez moi, ça ne me fait même pas 700 mètres de route. J'ai l'impression que l'État a voulu, dans sa magnanimité au niveau de la solidarité nationale, pour un début, allouer cette cagnotte équitable à chaque mairie et après, comme un top départ, voir les différents comportements des uns et des autres, disons des unes et des autres de mairie, pour voir comment plus tard les allouer en fonction des performances qui sont allouées. Alors que l'on s'achemine vers la fin du mois de février 2019, l'ensemble des communes du Cameroun sont en attente de la 3e tranche des centimes additionnels communaux de l'année 2018. Dans le reste de l'actualité, les prescriptions gouvernementales sont loin d'être respectées dans certaines formations hospitalières. Un parent a été rabouré pour avoir exprimé de vives inquiétudes au sujet de la prise en charge médicale de son enfant. La scène n'a pas du tout été appréciée par le ministre de la Santé publique. En visite inopinée à Douala, il a condamné ce manque d'humanisme de la part de certains personnels médico-sanitaires. Il a critiqué cette dégradation dans la prise en charge médicale dans certains hôpitaux publics. Reportage Kediara et Dalastiana. C'est à l'hôpital Akantini de Douala que le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, a ouvert sa tournée surprise, effectuée au sein des formations hospitalières d'État de la capitale économique. Avec le professeur Louis-Richard Ndjok, directeur du dit hôpital, il suivra le circuit effectué par un malade lambda au sein de la structure. Commençons à l'accueil pour finalement se rendre au sein des services spécialisés. Aucun pavillon n'échappera à son œil avisé et alors qu'il s'entretient avec les médecins présents sur le traitement inhumain subi par quelques malades, cet homme, courroucé, presque en larmes, interpellera le ministre pour lui soumettre son problème. Son fils est interné en pédiatrie depuis la veille. Il n'a encore pas pu le voir, il n'a aucune nouvelle sur son état de santé. Certaines infirmières, loin de s'intéresser à ses supplications, le rabrouent à chaque fois, tel un malpropre. Comment de sortir, allez faire comme ça, vous n'avez pas l'argent pour payer l'hôpital de l'enfant. Comme si l'enfant a dit d'un enfant, on a l'argent ce soir. Je suis en train de m'endetter pour pouvoir payer le truc de mon enfant. Je viens là, la dame me chasse comme un jeune objet. Je suis un citoyen et je me bats pour mon fils. L'autre citoyen m'engueule que je ne peux pas acheter l'argent. Allez, mettez dehors, Vigile, mettez dehors, mon fils. Dans celle-ci, les cas de femmes se mettent à m'engueuler. Son problème va être solutionné, les infirmières seront sermonnées et pour réparation, un bon de prise en charge sera offert aux parents en colère. Un autre incident se produira, cette fois aux urgences, où un monsieur non identifié violera le rang pour se retrouver devant les guichetières afin de payer les services, dit-il, pour un médecin. Les patients présents en salle vont élever la voix et la présence du ministre sur place aura pour effet de calmer les choses. La deuxième escale se fait au sein de l'hôpital général de Douala. Le même procédé est respecté. Les pavillons sont scrutés, étudiés, commentés par le ministre. C'est une visite inopinée
Je suis venu regarder un peu dans quelles conditions les patients sont pris en charge dans certains établissements hospitaliers dans la ville de Douala. Bien évidemment, j'ai regardé l'accueil. Dans certains établissements, c'est satisfaisant. Ailleurs, c'est pas tout à fait ça. J'ai regardé le circuit du malade. Je l'ai vu à l'hôpital général de Douala, c'est quand même satisfaisant aussi. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été changées depuis la dernière fois, mais beaucoup reste encore à faire. Ici aussi, des recommandations vont être faites en vue de l'amélioration de la qualité des services offerts. Le ministre va demander à ce que cette épicerie improvisée, installée à l'entrée de l'hôpital, soit détruite pour une question d'image. Après l'hôpital général de Douala, 3 autres hôpitaux seront visités. L'hôpital de district de la cité des Palmiers, encore sous le choc du décès de son directeur. L'hôpital de Nilon à Brazzaville et enfin l'hôpital de district de Bonassama. Chaque fois que nous avons fait la visite, on s'est retrouvés avec le staff et le management pour un petit débriefing et puis quelques consignes. Donc j'ai essayé de, suivant le parcours, j'ai noté un certain nombre de choses. Je l'ai rappelé au management de chaque structure et nous avons fixé un calendrier de mise en œuvre et certainement que nous allons évaluer. Depuis sa nomination, le 4 janvier dernier, c'est la première tournée du genre que le ministre de la Santé publique effectue. Après Douala, d'autres villes du Cameroun sont également ciblées. Pour ce qui est du jour et de l'heure, le ministre reste énigmatique. Où en est le Cameroun avec la mise en œuvre de la transparence dans la gestion des industries extractives? Il en ressort du dernier rapport de l'ETIE que 14 mesures correctives doivent être implémentées et validées avant fin décembre 2019. D'autres détails avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Quelques éléments de satisfaction ressortent du rapport ETIE qui vient d'être validé à Yaoundé. Il est très intéressant parce qu'il permet, et c'est ce que nous avons toujours demandé, de désagréger les données pour que nous puissions effectivement savoir dans les détails qu'est-ce qui est reversé pour les compagnies, auprès de quelle administration est-ce que c'est fait, pour quelle fin est-ce que c'est fait. Mais des zones d'ombre persistent, entachant de fait la qualité du travail. Nous posons la question du contenu local. Pour une société lambda qui exploite de l'or dans un village X de l'Est Cameroun, est-ce que dans le rang de ses employés, ils privilégient des Camerounais ou bien ce sont des étrangers? Au niveau de l'impact que ce travail au niveau de l'environnement, est-ce qu'il respecte son cahier des charges? Donc c'est des questions que nous posons et nous pensons que les rapports ITIE à l'avenir devraient creuser ces questions-là. Néanmoins, le comité ITIE revendique des avancées notables, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la gouvernance. Des avancées également enregistrées quant à l'épineuse question de la divulgation des données. Je voudrais indiquer qu'il y a un certain nombre de mesures qui concernent la SNH pour la divulgation de ce qui concerne les rapports qu'elle entretient avec ses filiales et les entreprises du portefeuille de l'État. C'est vraiment une des demandes fortes des instances internationales de l'ITIE que d'améliorer la transparence en ce qui concerne ces transactions. De quoi réjouir le gouvernement, même si ce n'est pas encore le bout du tunnel. Il y a 14 points à faire valider, nous avons jusqu'en décembre pour les valider. Nous mettons tout en œuvre pour que cela puisse être le cas. Est-ce que c'est une faiblesse? Je ne sais pas, mais je pense que nous nous mettons en œuvre pour que ces points de correction puissent, à la date indiquée, être effectivement corrigés. Voilà. Globalement, le Cameroun est sur le bon chemin dans la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La finalité étant de faire que les revenus issus du secteur des industries extractives contribuent à l'amélioration substantielle du niveau de vie des populations. À l'étranger, au Sénégal, des candidats de l'opposition à la dernière élection présidentielle s'insurgent contre l'annonce non officielle de la victoire du président sortant Macky Sall. Ils estiment, les principaux challengers, qu'il faut attendre les résultats de la commission électorale et ils
sont plutôt favorables à un second tour à l'élection présidentielle au Sénégal, une confusion qui a régné durant toute la journée à Dakar, au cœur du Sénégal. D'autres précisions avec Éric Martial Ndiomo. Lendemain d'élections fortement animées au Sénégal, plusieurs camps revendiquent la victoire. Pour le candidat, le président Macky Sall. C'est tout d'abord l'actuel Premier ministre qui a mis le feu aux poudres en déclarant Macky Sall vainqueur avec une confortable majorité. Aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un minimum de 57% pour le candidat, le président Macky Sall. Une déclaration de victoire qui n'a pas occasionné de liesse populaire à travers le pays. Plusieurs médias sénégalais ont pourtant suivi le Premier ministre et le camp présidentiel dans cet élan. Une attitude fortement décriée par l'opposition qui insiste sur le fait qu'un deuxième tour est inévitable sur la base des résultats compilés et en sa possession. Dire avec clarté et fermeté qu'à ce stade, un deuxième tour s'annonce et les résultats qui sont déjà compilés nous permettent de le dire. Aucun candidat, je dis bien aucun candidat, moi y compris, ne peut s'autoproclamer vainqueur de cette élection présidentielle. Le candidat Issa Sall est allé plus loin, déclarant qu'il apportera son soutien à Idrissa Seck au deuxième tour. Les deuxièmes tours ont très souvent été fatals pour les présidents sortants et constituent une sorte de hantise pour ces derniers. Abdoulaye Wade en 2012 ou encore Abdou Diouf plusieurs années avant ont été victimes du deuxième tour. Les résultats devraient être connus d'ici peu. L'on rappelle que près de 6 674 000 électeurs étaient attendus aux urnes. Précisons également que les résultats de l'élection présidentielle en République fédérale du Nigeria restent également attendus. Là-bas, des candidats de l'opposition dénoncent le président sortant de manipuler les résultats afin de se maintenir à la tête du Nigeria. Aucune annonce officielle n'a été faite jusqu'ici concernant les résultats de l'élection présidentielle au Nigeria. Évoquons à présent le football. Après l'incident survenu hier au stade Omnisport Amadou Ahidjo à Yaoundé, le président de la FECAFOOT menace pour Seydou Mbombondjoya, seule l'instance fêtière du football camerounais est habilitée à désigner les arbitres pour les matchs concernant les compétitions organisées au Cameroun. Et sur l'aspect des salaires des joueurs camerounais, une commission ad hoc a été mise sur pied. Elle dispose de 4 jours pour rendre sa copie. D'autres précisions avec Élisée Bokba et Aïk Cyril. L'ordre régnera par tous les moyens, déclare le président de la FECAFOOT au lendemain de l'incident survenu au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, lorsque 2 groupes d'officiels se sont retrouvés pour diriger le même match à Péges Dunfou contre New Star de Douala, comptant pour la 5e journée du championnat professionnel Ligue 1. Les gens se sont installés et ont pris des mauvaises habitudes. Donc il faut qu'on les amène à respecter les dispositions statutaires de la FIFA, de la CAF et les directives. Donc ce qui s'est passé ce week-end, c'est simplement le non-respect des règles et des directives de la FIFA qui veut que la commission centrale de désignation des arbitres siège à la FECAFOOT et c'est elle qui désigne les arbitres qui doivent officier pour les matchs de la Ligue, c'est tout. Le président de la FECAFOOT s'appuie sur une circulaire de la Confédération africaine de football qui indique entre autres que les associations désignent les arbitres pour les matchs des compétitions qu'elles organisent ou sur demande. Disposition contestée par la Ligue de football professionnel. Mais la gestion des arbitres de football n'était pas le seul sujet à l'ordre du jour de la réunion tenue au siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Il a été également question de l'affaire des salaires impayés aux footballeurs et pour laquelle la FIFA menace le Cameroun. À ce sujet, après lecture tour à tour des correspondances du SINAFOC, de la FIFPro et de la FIFA, une commission ad hoc est mise sur pied. Président Faustin Domke, président de New Star de Douala. Rapporteur Basega Ngweha Daniel, SINAFOC. Membre M. Berg Benjamin, secrétaire général LFPC. M. Ayomba Albert, FECAFOOT. M. Mebizo Paul, FECAFOOT. M. Motomo Lucien, SINAFOC.
Monsieur Itiga Jacques Marcel, Sinafoc, Monsieur Komemax Sisek, Monsieur Ndi Ejeune Sisek. La commission que dirige Faustin Domke, premier vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, est composée des représentants du MINSEP, de la FECAFOOT, de la LFPC, du CISEC et des clubs, a jusqu'au 1er mars prochain pour rendre sa copie. Et vous suivrez les développements relatifs à cette situation dans le football dans l'émission 100% foot qui va démarrer autour de 21h sur Equinox Télévision, émission présentée par Sylvestre Hippolyte Zangaou. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Manaouda Malachié, le ministre de la Santé, en visite inopinée à Douala. Il est tombé sur une scène habituelle pour certains patients camerounais. Ce parent qui a été rabouré pour avoir exprimé ses vives inquiétudes au sujet de la prise en charge médicale de son enfant. Il s'en est suivi une escalade verbale. Le ministre a condamné l'attitude de ses infirmières et a offert un bon de prise en charge à ce parent, estimant qu'il faudrait plus d'humanisme dans l'accueil et la prise en charge médicale des Camerounais dans les hôpitaux publics. Incendie du marché Congo, les commerçants ont repris le chantier. Eh bien, la construction des chantiers. Vous l'avez vu dans le reportage diffusé il y a quelques instants, certains commerçants sont déjà en train d'ériger quelques barricades, quelques points de fortune pour pouvoir mettre sur pied des comptoirs afin de relancer leur activité. D'autres médusés n'ont pas encore fait le bilan de ce drame. Certains évaluent déjà des centaines de millions de francs CFA les pertes enregistrées. D'autres n'ont jamais vécu un pareil incendie depuis 2012. Un incendie qui a bien sûr consumé plusieurs centaines de boutiques. Et jusqu'ici, les circonstances de ces flammes, de cet incendie et les causes sont loin d'être connues. Voilà, merci Cédric Nouffelé. Je rappelle que vous êtes depuis vendredi dernier rédacteur en chef Equinox Télévision et Radio. Merci bien de le signaler, Serge Alain Autou. Voilà, bonne soirée à vous. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Serge